Joseph Kabila n'a rien à voir avec les forces négatives, hein. Je vous rappelle que c'est lui qui les a tous vaincus. Et jusqu'ici, personne n'a pu faire autant que lui. Donc ça, c'est un faux débat, c'est un faux fuyant. Je n'entre pas dans ce procédé réducteur. Jean-Pierre Bemba tient des propos qui sont d'un vide sidéral que je vous avoue, moi-même, je ne comprends pas. J'ai du mal à cerner tout ça. En calomniant le reste Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, serait-il dans quel rôle? Ben, il serait dans le rôle qui est le sien, qu'il s'arroge lui-même, de s'aborder la mémoire de Laurent Désiré Kabila, alors que Mzé Laurent Désiré Kabila est ce illustre personnage qui a payé de sa vie, de son sang, pour notre intégrité et notre souveraineté nationale. Comment peut-il aller jusqu'à euh, se donner ce rôle qui, à mon avis, ne sera pas retenu dans les annales de l'histoire? Je vais même loin, je ne pense pas que le président Tshisekedi et la première dame Denise Nyakeru Soit soient d'accord. d'accord avec Mhm. ce type de comportement. Je ne crois pas. Mhm. Parce qu'ils l'observent, ils se disent bien que le jour où ils ne seront plus ensemble, peut-être qu'il va les traiter de la sorte. Ouais, 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 ouais. Tout est possible. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Mbetoko Maka légende na 3,5 4,5 to 5,5 $ signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Le monde nous observe et nous prend ou pas au sérieux selon notre capacité à gérer la crise multiforme qui secoue les pays. En cette période difficile où nous sommes en train de guerroyer contre les forces du mal, l'extrémisme et les attaques loufoques des uns contre les autres ne sauraient nullement nous engager dans un processus de reconstruction nationale tel que suggéré par les raïs Joseph Kabila Kabange. Il nous faudrait donc, en cette période, faire profil bas et nous projeter vers l'idéal commun, si pas regarder dans la même direction. Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur Politicon, la force du détail. On prendra tout le temps nécessaire d'analyser de fond en comble le grand sujet d'actualité avec un invité que vous allez découvrir en une fraction de seconde si vous nous regardez. Pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rien manquer de nos contenus. Merci de votre fidélité à ces programmes. Nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau M. Tristan Itumba. Il est professeur de droit à l'université de l'UPC, avocat d'affaires, président du mouvement politique Génération Nation, cadre au FCC et cadre à l'ACO du président Patrick Bologna Rafiki. Bienvenue chez nous. Comment vous vous sentez? Je vous remercie, je me porte très bien. Tout se passe plutôt bien, grâce à Dieu. Allez, merci de répondre à notre invitation. Avec vous, on va décortiquer l'actu en profondeur. Ici, nous aimons les détails. C'est pourquoi on a fait le choix sur votre personne. La première question, on parle de consultation nationale. Les trains de consultation nationale, d'ores et déjà en marche, ne s'arrêtera pas malgré les refus de certains acteurs politiques de l'opposition. L'objectif, c'est parvenir à la cohésion nationale qui va passer, je ne sais pas par quelle chimie, par un gouvernement d'union nationale. Votre lecture par rapport à ceci?
Pour commencer, je voudrais rendre un vibrant hommage à Joseph Kabila, ce géant africain, dont les bons actes marquent encore jusqu'à nos jours les esprits. Il est l'artisan de la paix durable et de la paix absolue pour notre pays. Il est le moteur de l'unisson de ce beau et grand pays. Bref, il est le dénominateur commun qui nous aidera à résoudre diplomatiquement cette crise multidimensionnelle qui a été causée par la mauvaise gouvernance depuis 2019 de notre pays. La crise n'est pas que sécuritaire. La crise n'est pas que sécuritaire, elle est aussi sociale, elle est économique et elle va bien au-delà. Pour revenir à ce que vous étiez en train de me dire tout à l'heure en fonction du gouvernement et des consultations de ce gouvernement prétendu d'union nationale, même si nous savons que ce n'est pas le cas, le président du comité de crise du FCC, M. Raymond Tchibanda, s'est prononcé là-dessus. Il s'est prononcé. Le FCC recuse tout appel du pouvoir en place s'y rapportant. Le FCC n'est nullement concerné par ces consultations. Donc je trouve pas plausible de pouvoir débattre sur ce sujet. Vous m'en excuserez. Je trouve cela carrément inutile. C'est une perte de temps pour ma personne. Je pense que les propos de M. Raymond Tchibanda ont été limpides comme l'eau de roche. Oui. Passons donc l'éponge. Ces propos ont été on ne peut plus clairs. On accepte cela, mais on aimerait quand même avoir votre avis sur cette question. Pourquoi refuser ces consultations? Est-ce que ce n'est pas tout ce que le PPRD voulait et attendait, ou tout ce à quoi vous criez à corps et à cri? Maintenant, l'appel vous est fait, et maintenant vous vous résistez. Quelles sont les raisons qui font que vous ne soyez pas à même de répondre à cet appel dont l'objectif majeur reste de recréer la cohésion entre fils et filles? Mais le PPRD n'attend rien de ce gouvernement de pacotille. Comment voulez-vous qu'on puisse rejoindre des consultations tant que la problématique sécuritaire à l'Est n'est pas traitée de fond en comble? C'est ridicule. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale qui va être là. C'est plutôt tout simplement un acte réflexif, ou si vous voulez, une relation réflexive entre les membres de l'Union sacrée qui vont de nouveau se partager leur gâteau. Et puis de deux, au FCC, nous avons toujours été très clairs sur ce sujet. Les élections qui ont été organisées en 2023 récemment sont une farce. Elles n'ont pas été consensuelles. Alors comment voulez-vous que nous puissions nous inscrire dans ce type de processus qui ne valent pas fière chandelle? Et donc nous restons dans notre opposition qui est démocratique. Pour vous, c'est une question de logique ou de principe? Pour veiller aux intérêts du peuple congolais. C'est une question de logique ou de principe pour vous? Vous voulez aller jusqu'au bout de votre logique? C'est une question des deux, que ce soit logique ou principe. Je crois que personne ne peut se tromper sur ce sujet-là quand on est un vrai FCC. Comment voulez-vous qu'on puisse s'inscrire dans un schéma institutionnel qui tire toute son origine des élections frauduleuses? Donc il n'y a pas à débattre. Je vous ai dit tout à l'heure, passons l'éponge. Pour nous, c'est très très clair et nous restons sereins dans notre position qui est de refuter ce genre de pratique qui réduit les Congolais à leur plus simple expression. Allez, très bien. Je rappelle que vous êtes sur Politicon, la force du détail, et nous avons bon espoir que vous passerez du bon temps de télé avec Tristan Etumba, professeur de droit à l'université de l'UPC, avocat d'affaires. Il est aussi président du mouvement Génération Nation et cadre FCC et ALACO. Allez, on va parler de la problématique sécuritaire dans l'Est du pays. Ça fait plus de 3 décennies que l'Est du pays est en proie à une insécurité croissante. Nous ne savons pas nous en sortir. Les régimes se succèdent, mais nous ne sommes pas au bout du tunnel. Nous nous posons des questions et parfois certains vont plus loin en disant que nous ne nous posons pas les bonnes questions. La première question sur ces sujets, que pensez-vous de la guerre d'agression dont notre pays est victime?
Oui, je voudrais d'abord développer ce beau sujet auquel vous faites allusion en deux volets. Mhm. Parce qu'il y a deux grandes écoles qui se posent des questions à ce sujet, notamment à travers des recherches basées sur la doctrine du droit international. Les deux sont valables, que ce soit la théorie de guerre d'agression ou encore la théorie portant sur le conflit armé interne internationalisé. Sauf que d'après le Conseil de sécurité et les recherches qui ont été menées par les praticiens du droit international, il s'avère que nous sommes victimes d'un conflit armé interne internationalisé. Alors je vais vous expliquer mon sujet, donc la thématique que vous évoquiez tout à l'heure. Premièrement, nous condamnons tous les manœuvres subreptices du voisin, le Rwanda. Il n'y a personne qui peut vous dire qu'il appuie toutes ces pratiques malsaines. D'ailleurs, le président Kabila, à la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le précisait en ces termes. La problématique de la région des Grands Lacs, c'est que nous n'avons pas, nous, la RDC, de bonnes relations avec le Rwanda. Donc, vous comprenez très bien que malgré tout ce qui se dit ça et là, c'est que le président Félix Tshisekedi, son successeur, n'est pas le premier à se prêter à ce genre d'exercice. Il est le second, parce que le président Joseph Kabila a toujours été un précurseur et un défenseur de la paix et de notre souveraineté nationale. Donc on pourrait effectivement dire sur le plan sémantique et politique que nous sommes victimes d'une guerre d'agression. Mais la guerre d'agression répond plutôt à une logique. Pour parler de guerre d'agression, donc d'agression armée, il faut qu'il y ait un effet d'entraînement sur le déclenchement de la légitime défense au regard de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Cette thèse est certes valable, mais cependant, elle présente des limites quant à l'éradication totale de la crise qui sévit à l'Est. Nous ne pourrons jamais résorber la crise de manière approfondie si nous restons sur cette seule hypothèse. D'abord, nous sommes face à un État qui est complètement failli aujourd'hui, la RDC. Nous n'avons pas les moyens de riposte. Nous sommes devant un État qui manque gravement les dispositifs militaires nécessaires qu'il faut pour résorber la crise, ou encore les dispositifs, pourquoi pas peut-être nucléaires. Non, je ne parlerai pas de nucléaire parce que c'était juste pour rire. La RDC n'est pas répertoriée ou classée par l'Agence internationale de l'énergie atomique comme un pays possédant l'arme nucléaire. C'est un aidant, donc un État ne détenant pas l'arme nucléaire. Donc on ne va pas s'attarder sur ce sujet, c'était tout simplement une brève parenthèse, mais nous pensons effectivement que aujourd'hui ces deux limites, d'après les recherches que nous avons observées, sont d'abord, il est impossible, voire utopique, d'enclencher tout processus de légitime défense, car nous n'avons pas les ressources d'usage de la force pour mettre fin au conflit. Et puis, deuxièmement, aller dans cette voie, nous serions toujours ad vitam, aeternam, confrontés à la superficialité de la gestion du conflit armé à l'Est. Donc, nous ne pourrions pas la résoudre de fond en comble en tenant compte des tenants et des aboutissants. Par contre, en un deuxième lieu, il y a sur le plan des faits de droit, ce que nous appelons en droit nous facto iure, la deuxième thèse qui porte sur le conflit armé interne internationalisé, qui est capitale dans ce sens qu'ici, il s'agit des hostilités internes, le cas de la RDC, le cas échéant, qui se sont métastasées sur le plan régional, et donc on a eu à faire face, à aboutir in fine à l'internationalisation de ce conflit interne
causées par des facteurs chrysogènes depuis 2020. Notamment avec la fin de la coalition FCC Cash qui a complètement dénaturé le macrocosme politique congolais en 2021, souvenez-vous, notamment avec l'inorganisation des élections consensuelles, crédibles ou encore transparentes, avec de même la tentative du changement de la Constitution qui a frustré plus d'un Congolais, et puis finalement avec cette politique discriminatoire qui consiste à mettre en exergue d'une part le tribalisme et d'autre part le népotisme. Donc tout cela couplé aux velléités déstabilisatrices des pays détracteurs, a induit à un conflit armé interne internationalisé. Et c'est dans ce sens que depuis 27 ans, depuis le 2 août 1998, le Congo est en train de vivre une guerre qui était à la base une guerre de procuration. Ensuite, cette dernière s'est muée en guerre de procuration influencée orchestrée par les pays qui en veulent à nos ressources et nos richesses minérales. Et donc, nous sommes dans cette forme de spirale qui n'en finit pas. Par contre, je voudrais rappeler, puisque vous avez parlé de 3 décennies, c'est-à-dire que dans votre raisonnement, vous incluez peut-être l'AFDL. L'AFDL n'a rien à voir. L'AFDL, le cas ici présent, était une guerre de libération qui revêtait un caractère d'autodétermination d'un peuple qui devait faire face, qui devait lutter contre tout déni de droit et tout déni de démocratie qui empêchait l'émancipation de la RDC. Combattre pour un idéal, mais au final, dans la pratique, on sent que c'est loin de là. On vit le contraire. Même sous d'autres cieux, on a vu des rébellions qui sont nés et qui avaient le même objectif que celui de l'AFDL, mais au final, c'était autre chose qu'on a vécu. Je suis là pour parler du FCC et de l'AFDL, et vous pouvez mener vos propres études. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer la roue. Vous pouvez vous renseigner que l'AFDL était une guerre de libération et que pour la plupart des cas aujourd'hui, nous avons affaire à d'autres guerres qui ne sont pas intimement liées à celle de l'AFDL. Donc, fière chandelle et pour Mzé Laurent Désiré Kabila qui était à la tête de cet escadron pour affranchir le peuple congolais. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste ne me concerne pas du tout. Et parlant des types de guerres, laquelle nous assaille le plus ? Que voulez-vous dire exactement par là? Vous avez parlé des types de guerres, les 2 thèses qui valent par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans l'Est du pays. Quel type de guerre nous assaille le plus? C'est la guerre d'agression ou un conflit armé à l'interne? Non, c'est-à-dire que je vous ai dit, sur le plan politique, j'ai vu Mme Kainkwamba défendre avec grand intérêt notre pays, ce qui n'est pas plus mal que ça. Mais sur les faits de droit, je vous le répète, nous sommes dans un conflit armé interne internationalisé. Pourquoi? Parce que c'est ce que Joseph Kabila a rappelé la dernière fois. Malheureusement, pour les personnes de mauvaise foi, ils ont prétendu mal le comprendre. En fait, ce que Joseph Kabila voulait tout simplement préciser en tant qu'homme précautionneux, mais également soucieux de l'avenir de la RDC, qu'il fallait absolument que la réconciliation nationale entre les Congolais soit la centralité des discussions, n'est-ce pas, qui vont aboutir à une paix durable. Tant qu'on n'aura pas traité cette question, on ne pourra pas parler d'un processus lambda avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec, je ne sais pas, demain l'Angola. Donc c'est d'abord un conflit qui tire ses racines des désaccords entre Congolais qui doit être résolu. Pourquoi? Parce que vous avez d'une part une opposition qui n'est non armée,
comme le FCC et tant d'autres ensemble, je passe, je crois que Isidène Martin Fayoulou aussi, et vous avez d'autre part des Congolais qui ont été effectivement, on doit prendre cela en compte, frustrés par les désastres que le régime actuel a créés ça et là, qui se retrouvent malheureusement pour eux, c'est déplorable, c'est regrettable. Qui se Dans la retrouvent, rébellion. pour certains dans le M23, pour d'autres, je crois bien, l'AFC, etc. Ça, c'est leur affaire. Mais il faut prendre en compte les desiderata de chacun si vous voulez réellement en finir avec cette crise qui perdure. Si tel n'est pas le cas, ben, elle va s'éterniser et tous les Congolais que nous sommes, nous payerons les frais. Vous avez constaté comme moi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défections dans la plupart des grands partis politiques. La plupart qui déjà, seraient du on PPRD, a, du FCC, oui, mais qui bon, ont rejoint les rangs de l'AFC ça, c'est M23. ça, c'est vous qui le dites. Peut-être que vous n'êtes pas informé des dernières frasques qui se sont déroulées. Vous n'avez pas vu que le monsieur Bahati, le vieux Bahati, a écrit une correspondance au sein de laquelle il désavouait un ou deux de ses membres qui étaient désormais enrôlés dans les rangs de l'AFC. Vous avez peut-être oublié que le MLC aussi a des gens là-bas. Vous oubliez certes que depuis hier, M. Tati Oka, qui est un proche du président de la République, ça du moins c'est avéré, c'est jeté dans les rangs de l'AFC et du M23, qu'est-ce que j'en sais? Alors, qu'est-ce que le PPRD et le FCC ont à voir là-dedans? Ils ne sont pas pour autant comptés. Mais vos prises de position sur cette question vous accusent d'être proche ou de pactiser ou de soutenir la rébellion dont nous sommes victimes. C'est pas ça la question, mais je préfère qu'on reste nous sur... Nous sommes une opposition démocratique, c'est-à-dire qui lutte pour le bien fondé du peuple congolais, qui lutte pour des élections transparentes, qui lutte pour la restructuration du tissu économique, qui lutte pour la paix et la sécurité tant nationale que régionale, qui lutte pour la justice sociale des Congolais. Voilà ce que le FCC, dans une certaine mesure aussi, le PPRD incarne. Donc ne m'emmenez pas dans des sentiers qui ne sont pas miens. Mais c'est ce que le pouvoir en place dit tout le temps. Le pouvoir en place ne cesse pas de charger l'ancien chef de l'État. Si jamais il était le véritable financier du M23, pourquoi refuserait-il de s'afficher? Le pouvoir en place s'évertue très souvent dans des interprétations maladroites, qu'il regrette aussi. Et vous le savez comme moi que le président de la République, un matin, a beaucoup regretté le fait d'avoir mis fin à la coalition FCC Cash. Donc on connaît cette manière de procéder qui nous semble très étrange, mais nous la connaissons très très bien. Voilà. On reste sur cette question. La problématique, j'ai trouvé cela honnête que le président ait reconnu est-ce qu'au fond était-il et regretté cette séparation? Au fond, c'était des regrets sincères. C'est à lui de vous le dire. Je ne suis pas le président de la République. Le jour où vous pourrez l'interviewer, ben, vous avez toute la liberté pour vous prêter à ce jeu. Moi, je n'ai rien à dire. Voilà. Si je vous comprends bien, tant que l'on ne saura pas déterminer avec précision ou comprendre avec précision les causes de cette situation sécurité volatile dans l'est du pays, nous serons loin de trouver la solution à ces problèmes. Je vous renvoie en 1998, cher Gédéon. Le Conseil de sécurité avait qualifié ce conflit comme étant internationalisé dans la résolution 1234. Parce qu'à cette époque, il estimait que ce conflit provenait
des guerres ethnocides entre les Ema et les Liendu, notamment en Ituri, qui s'étaient propagées dans la région. Alors bon, le Conseil de sécurité, je ne viens pas ici mettre en doute le fait que nous soyons agressés, je suis un des premiers à le reconnaître, mais là, nous sommes vraiment dans la doctrine du droit international ainsi que dans son applicabilité. Et le Conseil de sécurité est l'organe par excellence qui statue sur les questions de paix et de sécurité internationale, notamment dans l'article 24 de la Charte des Nations Unies qui énonce que pour une action rapide et efficace des États membres, ces derniers confèrent leur responsabilité de paix et de sécurité internationale au Conseil de sécurité qui agit en leur nom. L'article suivant, 25, dit ceci, que les États membres conviennent d'accepter les décisions découlant du Conseil de sécurité. Donc il est très clair que, au regard de la primauté du droit international sur l'ordre juridique interne des États, que nous sommes principalement dans un cas de figure de conflit armé interne internationalisé et qu'il faut au préalable régler nos désaccords en interne avant d'entamer tout processus de paix régionale ou internationale qui soit. Est-ce que le monde nous prend au sérieux? La façon dont on gère cette question, la façon dont on n'arrive pas à prendre en compte des questions qui divisent les uns contre les autres à l'interne d'abord. Vous savez que tout cela dépend du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, à ce que je sache, c'est lui le garant de la Constitution. Et donc ça relève de sa seule responsabilité. Chacun doit être responsable de ses propres actions, de ses actes. Et ici, il n'y a que lui qui peut aller dans le sens de fédérer les Congolais et obtenir une réponse quant à l'équation à plusieurs inconnus qui est au devant ou par devers lui. Maintenant, il a la chance d'avoir son prédécesseur qui est ouvert. Vous avez suivi tous les discours du président Joseph Kabila qui sont très conciliants à mon avis, surtout le dernier en Afrique du Sud où il a été vraiment explicite là-dessus. Donc, je crois que c'est lui qui doit, le président Félix-Antoine Tshisekedi, faire preuve d'humilité et aller vers son prédécesseur, puisque Joseph Kabila lui est précédent en termes de gestion de la Respublica, et discuter avec lui et que les deux, le couple Kabila-Tshisekedi, trouvent des solutions. Je crois qu'un de nos amis l'avait déjà proposé, Germain Kambinga, qui est de l'Union sacrée pourtant. Donc je pense que le président Tshisekedi, je ne suis pas ici pour faire des supplications, mais doit entrevoir les choses de cette façon-là, que de passer son temps à torpiller sur son prédécesseur, que de l'accuser injustement. Je trouve que ça, ce n'est pas très approprié. Mais bon, le président Félix est un homme respectable. Je sais qu'il se rattrape toujours. Il aura le temps à ce sujet, Kabila a raison quand il dit que le président Félix Tshisekedi est à la fois problème et solution. Ben, il a totalement raison. Il est problème parce qu'il s'entête, comme toujours. Il est la solution puisqu'il est le président de la République et donc le premier citoyen des Congolais. Et c'est lui qui doit aller vers les autres. La gestion de l'État, dans toutes ses formes, relève de lui. Allez, très bien, merci. Ainsi que sa survie. Voilà, nous allons évoluer en insistant sur la tribune, la récente interview de Joseph Kabila en Afrique du Sud, après sa rencontre avec Thabo Mbeki. Il dit être disposé de travailler de toutes les manières possibles pour le retour de la paix. Après cette interview, au sein de la classe politique, au sein de l'opinion nationale, on se rend compte de plus en plus que les idées qu'il avait fait valoir commencent à prendre leur place, même au niveau de la région. Aujourd'hui, le pouvoir en place a décidé de changer de fusil d'épaule, de
négocier avec le M23 directement, ce qui était impensable il y a quelques semaines. Et parlant du processus de Luanda, Joao Lourenço a jeté l'éponge et d'ici le 9 avril, au Qatar, vont se retrouver le gouvernement congolais et la délégation du M23. Est-ce que pouvons-nous s'accorder à dire que c'est Doha qui assure désormais la médiation ou la facilitation, je n'en sais pas trop. Vous êtes mieux placé pour nous en dire un peu plus. Avez-vous des soucis avec votre chaîne YouTube? Seventh Angel Agency, SA Agency, met à votre disposition un service spécialisé avec des experts certifiés. Audit complet et vérification approfondie de votre chaîne, gestion efficace et professionnelle de vos chaînes YouTube, suivi complet de votre monétisation. Votre monétisation a été coupée? Pas de panique. Nous mettons en place une stratégie sur mesure pour vous aider à récupérer la monétisation rapidement. Création complète de votre chaîne YouTube. Gestion sécurisée des accès à votre compte et possibilité de migration vers une autre adresse email en toute sécurité. Profitez d'un service réactif, certifié et professionnel dès maintenant. Contactez-nous dès aujourd'hui au +243 841 972 496. Joseph Kabila est un homme de paix. Je vous l'ai dit au début de l'émission. Il a une connaissance très poussée en matière des relations interétatiques. Et il est doté, il possède, certainement dû à l'expérience, une dimension empirique sur les questions de politique étrangère, mais aussi sur tous les sujets touchant à la politique intérieure. Donc je ne vois personne qui pouvait autant mieux accompagner le peuple congolais pour finalement renouer avec la paix, puisque dans le passé, de toute façon, ça a toujours été lui qui a toujours milité, qui a toujours été au devant de la scène pour que la paix au sein de la région soit recouvrée. Donc moi, je ne suis pas surpris. Quant à Doha, ben, écoutez, c'est une question de volonté internationale, une question de responsabilité de protéger des États membres dans le cadre de la Convention de Genève ou du droit de la haie. Donc si le Qatar pense qu'il peut aider au processus de paix, pourquoi il ne le ferait pas? Je pense qu'on a vu il y a sous peu les Américains et les Ukrainiens qui s'y sont aussi rendus afin de discuter sur une probable cessation des hostilités. Donc, si on peut le faire aussi ici, je ne vois pas où en serait l'inconvénient. Pourquoi le Qatar et notre pays africain ne sait pas ou ne saurait pas proposer ces bons offices? Alors, il ne faut pas confondre. Le président angolais, entre-temps, est devenu le président de l'Union africaine. Donc c'était tout à fait normal qu'il s'éclipse un peu pour trouver un autre médiateur. Mais je pense qu'il a été très précis, il l'a dit, que dans les jours à venir, nous allons trouver un autre négociateur, une autre interface dans le rouage africain qui va se charger de mener à bien cette mission. Donc nous attendons de voir. Si c'est peut-être avant le 9 avril qu'il sera déniché, ben, ce serait une bonne chose. Est-ce qu'il ne garde pas un travail de la gorge le fait de n'avoir abouti à un accord solide entre les parties en conflit? Peut-être qu'il a gardé l'eau à la bouche ou à travers de la gorge, comme vous le dites aussi. Parce que bon, il faut reconnaître que le gouvernement congolais, dans son ensemble, n'a pas, ces derniers temps, ou même avant, depuis le début, montré sa volonté d'embrasser la voie de la paix. Donc, au départ, on les a vus être très proches du M23. Et ensuite, on a vu le président Paul Kagame venir être ovationné dans le stade ici. Et puis, bon, ils ont commencé quelques affaires ensemble. Et très vite, le président Tshisekedi a dû arrêter ça parce qu'il a compris qu'il était victime d'une machination et d'une manipulation de la part de son homologue Kagame. Et puis bon, il nous a emmené un peu à naviguer comme ça en vue. Aujourd'hui, nous en payons les conséquences. C'est tout simplement ça.
Oui, on parle de la guerre. Sur le front diplomatique, on y est, même si ça ne produit pas encore assez des résultats. Est-ce que ça suffit pour autant? Est-ce que avons-nous une politique euh, de défense stratégique bien fignolée en matière de sécurité? Non. Le Congo n'a aucune pensée stratégique sur le fait d'ériger une autonomie stratégique de défense qui lui permettrait d'éradiquer ou de mettre en route tous les groupes armés non étatiques qui nous assaillent encore aujourd'hui. Donc c'est malheureusement ça, la grosse difficulté à laquelle nous sommes et nous serons encore confrontés. À l'époque, il y avait eu des réformes très importantes des forces armées qui se sont limitées en 2018 et puis bon, depuis 2019, il n'y a rien qui a été fait. Nous tournons un peu en rond et nous pensons que c'est ça aussi un des graves dangers et c'est pour ça que le président Kabila, sachant qu'il n'y a pas de solution dans ce sens, a préconisé la voie diplomatique, mais d'abord la voie entre les Congolais et a minimisé avec raison la voie militaire, parce que le Congo n'est plus équipé, ces militaires ne sont plus formés, ces militaires vivent dans des conditions exécrables, et donc on ne peut pas dire que nous avons la chance, sur ce point de vue-là, de relever le défi. Comment on a pu tout déconstruire, la puissance de feu qui avait permis à débusquer, même à déloger l'ennemi de notre territoire en 2013. Je parle des Oufé, de Mamadou Ndala, de tous les autres généraux qui ont fait honneur à ce grand Congo. Où est-ce qu'elle est passée? Oui, mais bon, on a déconstruit parce que le successeur a opté pour une politique de rupture aussi. Il a longtemps cru qu'en allant dans le sens des résolutions qui avaient été adoptées par son prédécesseur, que c'était une forme d'humiliation ou une forme de renonciation individuelle. Et donc, il est souvent allé dans le sens contraire et cela a cassé tout l'élan, toute la dynamique que le Congo avait déjà pris, malheureusement. Ouais, très bien, merci. Nous allons changer de chapitre, à moins que vous puissiez mettre un autre avis sur cette question, la situation dans l'est du pays dont nous sommes malheureusement victimes. Oui, on attend que cette machine puisse tourner à plein régime pour que des territoires, villes qui sont sous contrôle du M23 soient récupérés par l'administration de Tshisekedi. Nous allons parler de l'attitude que nous devons avoir en cette période, curieux que cela puisse paraître. Dans cette période difficile, on assiste malgré tout à quelques égarements, l'extrémisme des uns, et aussi les attaques loufoques des uns contre les autres, et parmi les personnes à être vilipendées nuit et jour. On parle du Raïs Joseph Kabila. Dans les réseaux sociaux ces derniers temps, il est passé pour être le véritable metteur en scène de ce qui se passe dans l'Est. Il y a Bemba qui est même monté au créneau pour gravement accuser l'ancien chef de l'État. Qu'en pensez-vous? Même s'il y a des sociétés civiles qui se prononcent, le cas du panel des experts de la société civile, qui a même saisi ou dénoncé cela auprès du procureur général. On attendra la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Joseph Kabila n'a rien à voir avec les forces négatives. Hein. Je vous rappelle que c'est lui qui les a tous vaincus. Et jusqu'ici, personne n'a pu faire autant que lui. Donc ça, c'est un faux débat, c'est un faux fuyant. Je n'entre pas dans ce procédé réducteur. Et bon, Monsieur Jean-Pierre Bemba, nous avons tous suivi ses propos dans les ondes de la télévision ou encore des réseaux sociaux. Moi, sincèrement, je suis déçu et je suis étonné qu'un homme de la trempe
de Jean-Pierre Bemba, qui se trouve être un grand notable du Grand Équateur, région de laquelle je suis issu, puisse se comporter de la sorte, puisse tenir des propos aussi discourtois, des propos aussi diffamants, des propos aussi, comment allais-je dire, mal placés à l'encontre de Joseph Kabila, alors que lui, il a été son vice-président. Il devrait lui manquer autant de respect, ça je ne comprends pas. Et même dans les us et coutumes des Ngala, Jean-Pierre Bemba m'étonne. Ce n'est pas le genre de chef Ngala que nous avons chez nous. J'ai toujours eu, malgré son parcours politique, j'ai toujours eu une forme d'estime pour lui, mais là, je tombe un peu de nu. C'est quand même quelqu'un qui est issu d'une famille où nous sommes certains qu'il a reçu une certaine éducation. Comment peut-il oser jeter l'opprobre sur la famille Kabila à ce point-là? Qui a déjà osé manquer du respect ou a craché sur la mémoire de Papa Jeannot Bemba? Personne ne peut le faire, parce que nous savons que Papa Jeannot Bemba est congolais. Alors, de quel droit Jean-Pierre Bemba doit-il avoir le toupet de cracher sur la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est congolais? Ses enfants, Joseph Kabila, Jeannette Kabila ou encore Zoé et bien d'autres, sont des Congolais. De quel droit peut-il avoir une attitude aussi méchante, je dirais, machiavélique, à l'encontre de Joseph Kabila? Cette haine repose exactement sur quoi? Nous lui demandons de se raviser, de présenter des excuses auprès de la famille Kabila. Les parents de Joseph Kabila sont les plus célèbres que nous ayons dans ce pays. Ils sont très bien connus. Joseph Kabila est le fils biologique de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania. C'est connu de tous. Qu'est-ce que vous voulez encore que je vous dise? Mais enfin, Jean-Pierre Bemba tient des propos qui sont d'un vide sidéral que je vous avoue, moi-même, je ne comprends pas. J'ai du mal à cerner tout ça. En calomniant le reste Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, serait-il dans quel rôle? Ben, il serait dans le rôle qui est le sien, qu'il s'arroge lui-même, de s'aborder la mémoire de Laurent Désiré Kabila, alors que Mzee Laurent Désiré Kabila est ce illustre personnage qui a payé de sa vie, de son sang, pour notre intégrité et notre souveraineté nationale. Comment peut-il aller jusqu'à se donner ce rôle qui, à mon avis, ne sera pas retenu dans les annales de l'histoire? Je vais même loin, je ne pense pas que le président Tshisekedi et la première dame Denise Nyakeru soient d'accord avec ce type de comportement. Je ne crois pas. Parce qu'ils l'observent, ils se disent bien que le jour où ils ne seront plus ensemble, peut-être qu'il va les traiter de la sorte. Ouais. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Il est peut-être dans un rôle qui lui a été donné, mais il faut peut-être s'adonner avec mesure. Oui, vous avez trop exagéré. Je pense que dans la vie, dans ce rôle. Oui, je crois que dans la vie, intervient en ces moments. Est-ce que ça procède il est important d'avoir de la mesure. Comme vous le dites, il a effectivement trop abusé. Est-ce qu'en ces moments, est-ce que ça ne procède pas d'une campagne de sape contre votre leader? Oui, mais c'est une campagne de sape. C'est une campagne qui est certainement instrumentée par sa jalousie, peut-être à l'égard de notre leader. C'est pour ça que moi, je le pointe personnellement, parce que, bon, même à parler de Félix Tshisekedi, bon, on connaît un peu parfois ses dérapages, mais il n'est jamais tombé si bas comme ça. Jean-Pierre Bemba, là, il faut qu'il arrête de raconter des vilainies qui n'ont pas de sens. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, merci beaucoup. Et il y a lieu que les uns les autres prennent le sens de la mesure et mettent fin à ces débats. Ce n'est pas honorant pour notre République. Est-ce que dans tout ceci, le retour de votre leader ferait peur à certains individus? Oui, mais pourquoi? Notre leader est congolais, il est dans son pays. Le Congo est
sa résidence et son lieu naturel qui lui a été offert par Dieu Tout-Puissant. En quoi est-ce que son retour pourrait déranger les gens? C'est quand même on parle de son bidon, retour à la magistrature suprême. Parce que vous parlez de son retour vous parlez de ça. Alors moi je pensais de son retour au pays. Son retour à la magistrature suprême est tout à fait plausible. Il n'y a aucune contrainte quant à cela. C'est un homme qui est aimé, qui est adulé par son peuple, les Congolais. Vous voyez combien il suffit qu'il sorte juste pendant une seconde, combien il y a des cris, combien il y a des ovations de part et d'autre, combien les gens sautent parce qu'ils gardent un très bon souvenir de sa personne d'abord, et ensuite un très bon souvenir de sa gestion de la République. Vous savez bien que c'est lui qui avait remis en place presque toutes les structures institutionnelles que nous avons. Il nous a donné une constitution que nous protégeons encore aujourd'hui. Il nous a donné un essor économique sans précédent, des investissements directs étrangers jusqu'aujourd'hui. Alors pourquoi son retour ne serait pas envisageable par les Congolais? Les Congolais l'aiment, donc son retour est un fait qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas en violation de la loi fondamentale, lui qui a fait 2 mandats à la tête du pays, il veut y retourner pour encore... Quel bilan? Pour quel bilan? Je n'entre pas parce que vous essayez d'édulcorer une situation délicate du régime. Vous m'appellerez pour un autre sujet. Vous m'appellerez pour un autre sujet, peut-être sur la Constitution. Vous m'inviterez et à ce moment-là, on pourra le décortiquer. Moi, je vous parle de ce que les Congolais ont dans leur cœur, des sondages que nous avons récoltés. Les Congolais veulent le voir revenir. C'est tout ce que Combien de sondages en sa faveur? En tout cas, plus de 85% des Congolais veulent son retour. Allez, on va faire aussi notre sondage. Peut-être que c'est le sondage de la ferme de Kingakati, les Ngando, les Nkosi. Peut-être c'est ça le sondage dont parle M. Tristan Etumba. Attention, les animaux de Kingakati ne sont pas des Congolais. Juste pour un peu de n'importe quoi. C'était certainement pour rire, je comprends. Allez, on assiste à une scène qui révulse le cœur de plus d'un Congolais. Depuis quelques heures, la mort du vaillant policier Kabea Fiston Senda, qui est mort dans des circonstances un peu atroces, tabassé et jusqu'à trouver la mort. Et son corps est déjà dans une morgue de la place. Mais on accuse le cortège de la Première ministre d'avoir orchestré tout ceci. Et la justice qui s'est saisie du dossier attend donner les premiers résultats des enquêtes déjà en cours. Est-ce que la justice, cette fois-ci, est face à la dure épreuve? Elle est face à l'épreuve de dire le droit et de faire condamner le coupable si sont le proche du cabinet de la Première ministre? Chacun est responsable de ses propres turpitudes. S'il y a quelqu'un qui a commis ce crime, il devrait être jugé et donc condamné pénalement. Bon, il paraît que c'est un major. Donc, c'est déjà pas la Première ministre. Mais je suis outré par ce genre d'attitude. Ça prouve que les libertés fondamentales des Congolais continuent d'être bafouées, ainsi que leurs droits humains. Est-ce que cette dame, la Première ministre, elle est naturellement méchante pour poser ce type d'acte? Je ne sais pas. Mais à la voir, c'est pas l'air qu'elle donne. Je me pose la question, est-ce qu'elle a été victime d'un sort qu'on lui aurait jeté, ou est-ce que c'est un piège politique? C'est quand même une histoire ubuesque, rocambolesque qui impressionne. On ne sait pas quoi dire. Mais sur le point de vue de la justice, là, ça devient intéressant. C'est la première fois qu'on va mettre à l'épreuve cette justice prétendument réformée et indépendante. Je sais que les intentions du ministre d'État de la Justice, mon jeune frère, sont bonnes.
certainement qu'il a voulu réformer, mais c'est l'occasion pour nous, le peuple, de tester si vraiment il est allé au fond de l'agenda qu'il s'était donné. Et rappelez-vous, ma dernière introduction ici, je parlais du risque de l'instrumentalisation de la justice qui n'avait pas été suffisamment traitée. Par qui voudrait bien le faire. Je ne cite personne. Donc c'est le temps pour nous de voir ce que ça va donner. Voilà, la balle d'essai a été lancée. Maintenant, on attend les résultats. Ouais. Le régime a intérêt à dire le bon droit et à faire condamner les coupables. Sinon, ça risque d'être une tache d'huile sur la chemise même du chef de l'État. Ils doivent absolument dire le droit tel qu'il est énoncé dans la loi. Allez, merci beaucoup. Un dernier mot. On est arrivé à la fin de l'émission. Un dernier mot, comme toujours, je suis honoré de venir dans cette émission qui est pour nous un plateau où nous pouvons exprimer nos vérités. Et que bon, écoutez, la lutte politique continue, mais ça ne devrait pas créer entre les politiques que nous sommes de la haine ou encore des sentiments hargneux. Bien au contraire, il faut que nous restions unis et que nous soyons dans le sens de l'exemplarité pour le peuple qui nous suit. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, très méticulé sur ces plateaux, Tristan Itumba, professeur de droit à l'université de l'UPC, avocat d'affaires. Il est président du mouvement Génération Nation, cadre FCC, cadre d'ACO. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, vous n'avez rien oublié. C'est parfait. Allez, merci. Avec la même dose de plaisir, nous pensons vous retrouver très, très vite avec un nouvel invité pour d'autres thématiques que nous allons aborder avec détail sur ce plateau. Allez, prenez soin de vous et allez, que la paix du Christ soit avec vous. Inch'Allah.